Bon après-midi à tous. Alors, je suis thérapeute en libéral et je reçois dans mon cabinet des enfants, des adolescents et leurs parents. Et dans le cadre de mes accompagnements, j'ai été plusieurs fois confrontée à l'émergence d'un secret, soit un secret qui concernait l'histoire du parent, soit un secret qui concernait directement l'histoire de l'enfant. Alors c'est souvent autour de la vie et de la mort, des secrets qui peuvent être sur la filiation, un père biologique n'est pas connu, ça peut être autour de la conception, de l'adoption, ça peut être aussi autour d'une naissance traumatique, de fausse couche, de décès d'un autre enfant dans la fratrie. Alors pour reprendre la métaphore de l'éléphant dans la pièce, bien évidemment moins on en parle, et par définition le secret on n'en parle pas, plus il prend de la place à la fois dans le psychisme du parent, dans le psychisme de l'enfant, et puis aussi beaucoup de place dans l'espace thérapeutique, et ça peut bloquer, tant que le secret n'est pas travaillé, ça peut vraiment bloquer l'accompagnement. Alors voilà le déroulé que je vous propose, c'est déjà de revenir sur la définition d'un secret. Ensuite, donc, comment ce mécanisme psychique du secret va avoir des effets toxiques à la fois sur le détenteur du secret et puis aussi sur l'enfant en ricochet. Ce qui me paraît aussi maintenant intéressant, c'est de vous expliquer comment l'ICV peut vraiment aider à l'intégration du secret, à la fois pour le parent et pour l'enfant. Qu'est-ce qu'un secret? Alors, au départ, à l'origine, il y a toujours un événement qui est douloureux, voire traumatique, et qui est souvent accompagné d'un ressenti de honte, qui fait que l'événement va être indicible. Et en plus du fait de ne pas pouvoir dire, il va y avoir un interdit de savoir qui va être posé à la fois à l'entourage, mais plus particulièrement à l'enfant aux générations suivantes. Alors, quel impact d'abord sur le psychisme du détenteur du secret lui-même? Donc, quand le récit ne peut ni être remémoré, ni être dit, toutes les images, toutes les pensées et toutes les émotions qui sont contenues dans ce secret vont être confinées dans un espace du psychisme. Et donc, Abraham et Torok, qui ont été les premiers à travailler sur justement ces mécanismes du secret, ont appelé crypte ce confinement dans un espace psychique. Alors maintenant, à la lumière de ce qu'on sait des neurosciences, on comprend mieux comment en fait se fait ce mécanisme, c'est-à-dire que tout le réseau neuronal qui contient en fait cette expérience douloureuse va être séparé du reste du système psychique pour éviter la contamination. Et donc vraiment la dissociation neuronale fonctionne vraiment comme des portes coupe-feu qui permettent de préserver le reste du psychisme. Alors maintenant, comment ça va se transmettre aux générations suivantes, donc à l'enfant? Alors toujours pour reprendre les travaux d'Abraham et Torok, ils parlent eux d'un fantôme. Donc la notion de fantôme, en fait, c'est les conséquences sur le psychisme de l'enfant, donc d'un secret non intégré par le parent. Alors ça fait un petit peu magique comme ça, cette notion de transmission, quand on parle de fantôme. Et Serge Tisserand a plus expliqué justement les mécanismes. Lui, il parle de sointement du secret. Et en fait, il explique que quand le parent se retrouve confronté à l'événement douloureux parce qu'il y a un objet, il y a une personne, un lieu qui va le réassocier à cet événement douloureux, eh bien, il va exprimer des choses par le langage du corps. Ce qui ne peut pas être dit par les mots va l'être autrement. Et donc ça va être par mimique, par un comportement qui peut paraître pas très approprié par rapport à la réalité du présent. Ça peut être aussi par l'expression d'une émotion. Et puis aussi par des signaux physiologiques. Donc un battement de cœur qui augmente, par aussi une coupure du regard, on en a beaucoup parlé ce matin aussi, un figement du parent qui perd le contact visuel aussi avec son enfant. Et donc tous ces signaux en fait qui sont donnés
à l'enfant, ils sont perçus très tôt. Donc justement dans cette interaction parent-bébé très précoce. Donc le bébé, il peut percevoir le trouble du parent, sa confusion. Le parent à ce moment-là n'est plus disponible pour réguler les émotions de l'enfant. Et en plus, il paraît lui effrayé. On en a parlé ce matin. Et du coup, l'enfant est complètement dans une insécurité profonde, puisque la source même de sa sécurité lui procure de l'insécurité. Donc c'est finalement le même mécanisme que pour le trauma. C'est ce qu'on a vu ce matin, mais bon, vous aurez compris aussi que l'intégration passe par la répétition, donc voilà, je le redis. Et donc ça va développer chez l'enfant un système d'attachement qui est insécure, et l'enfant, à son tour, va commencer à se dissocier. Et puis alors, en grandissant, avec le développement de la pensée, en fait, cette dissociation, elle va se poursuivre. Parce que finalement, l'enfant, il reçoit comme une injonction paradoxale, à la fois implicite, bien sûr, et inconsciente, mais il a le double message. Donc, c'est interdit de savoir, c'est même parfois interdit de savoir qu'il y a quelque chose à savoir, c'est interdit de poser des questions, ou bien l'enfant s'en empêche lui-même parce qu'il se rend bien compte que le terrain est miné. Et que s'il aborde trop ce terrain, en fait, ça va déréguler le parent, ça va faire monter l'émotion chez le parent. Donc il va essayer de protéger son parent. Et puis en même temps, il y a tous les indices qui sont là, donc cette communication implicite, qui fait que tous les petits cailloux mènent un peu à ce secret. Et donc c'est un peu comme une marche d'escalier, vous voyez, dans une maison où ça grince. Hein, et puis on dit à l'enfant, tu vas pas, tu marches pas là, et puis qu'est-ce qu'il va faire l'enfant? Évidemment, il va aller s'en approcher, puis il va essayer de comprendre pourquoi ça grince, qu'est-ce qu'il y a en dessous, c'est quoi ce mystère. Hein, comme un autre exemple, c'est la peinture qui s'écaille sur un mur. Hein, et évidemment, l'enfant il va aller gratter pour comprendre ce qu'il y a dessous. Et l'effet toxique, il est aussi du fait que l'enfant, comme il n'a pas de réponse à ces questions qu'il ne peut pas poser, il aura tendance à imaginer le pire. Donc par exemple, quand il y a un secret autour de la conception, il va imaginer qu'il est issu d'un viol, d'un inceste, hein, voilà, il va faire son propre scénario pour essayer de trouver ses propres réponses. Ou s'il y a une maladie, il peut penser qu'il y a un risque mortel. Et puis, l'autre effet délétère, quand le secret est maintenu, c'est que l'enfant peut penser que c'est de sa faute. Surtout s'il perçoit ce sentiment de honte des parents, et donc il se dit qu'est-ce qui cloche chez moi, qu'est-ce qui me touche chez moi, qu'est-ce que j'ai fait, et en quoi je suis responsable. Alors, donc, au niveau des symptômes chez l'enfant, ça se traduit souvent par des troubles anxieux, des difficultés de séparation, des troubles du sommeil, des phobies. Donc tout ça lié en fait à l'attachement insécure qui s'est développé pour l'enfant, donc une difficulté de régulation de ses émotions, son anxiété. Et puis ça va se traduire par des symptômes au niveau cognitif. Ça va perturber les capacités d'apprentissage et les difficultés à comprendre notamment ce qui est logique, parce qu'il y a quelque chose, il y a l'enfant pressant, mais en même temps il ne peut pas mettre du sens sur ce qui est pressant. Et donc, ça va vraiment le bloquer dans son apprentissage. Et en plus, avoir un impact sur l'estime de lui, la confiance en lui, parce qu'il dit je ne peux pas faire confiance à mes perceptions, je ne peux pas faire confiance à mes émotions. Et puis, j'ai ces difficultés d'apprentissage, donc un impact très net sur l'estime de soi. Alors, en termes d'impact, en tout cas de l'intérêt d'intégration du secret de famille avec l'ICV. Donc il y a vraiment 4 clés pour moi dans cette intégration du secret. La première, c'est faciliter la révélation du secret par les parents aux thérapeutes. Parce qu'il y a cet interdit lourd qui pèse, donc il ne va pas pouvoir le révéler tout de suite. Il y a beaucoup de peur aussi, la peur que si on révèle à l'enfant, son état se dégrade. Et donc, le fait de faire la ligne du temps avec les parents et d'avoir cette recherche chronologique systématique en fait, dans l'histoire de l'enfant, notamment dans son histoire précoce, va permettre
aux parents de révéler ce secret et de le confier au thérapeute dans un premier temps. La deuxième chose, la deuxième clé, c'est vraiment aider à la régulation émotionnelle du parent. On en a beaucoup parlé, comme pour le trauma. Tant que le trauma et le secret, donc en tout cas l'événement douloureux à l'origine du secret n'a pas été traité, pour le parent, ça ne va pas être possible de le révéler à l'enfant. Donc il y a un travail, des séances en amont avec le ou les parents détenteurs de secret pour les aider à intégrer, et ce qui va leur permettre après de pouvoir dire à l'enfant et de pouvoir le dire d'une manière sécure et contenante, et puis aussi de permettre finalement à l'enfant de commencer à poser des questions. Et puis la troisième clé, l'amortissement du choc de la révélation. Donc une fois que le travail a été fait avec les parents, c'est le moment de l'annonce, qui n'est pas une fin en soi, la fin en soi c'est vraiment l'intégration du secret. Mais l'amortissement du choc, il va pouvoir se faire parce qu'on va replacer en fait le chaînon manquant, en fait l'étape non connue par l'enfant, en perspective avec toute sa ligne du temps. Donc ça va vraiment permettre à l'enfant d'abord de comprendre que c'est passé, ensuite de complètement défocaliser, et puis de remettre en mouvement aussi, en passant les souvenirs de la ligne du temps par rapport à une sidération qu'il peut avoir quand l'annonce est faite. Et puis enfin, de remettre en perspective avec des souvenirs qui sont familiers et qui sont rassurants. Donc tout ça va amortir le choc. Et puis, la quatrième clé, c'est vraiment l'intégration par l'enfant de son histoire. Et donc là, ça va être vraiment en lien avec le fait de répéter l'histoire et de répéter la nouvelle version de l'histoire. Donc le fait de répéter, ça va venir stimuler l'intégration neuronale, ça va faciliter l'intégration dans la mémoire autobiographique de l'enfant, et ça va lui permettre vraiment comme si on remettait un nouveau fil de trame en fait, et puis qu'on retissait avec le reste de la ligne du temps de l'enfant. Et pour que ce retissage se fasse, ce remaillage, il faut la répétition. La navette, elle passe et elle repasse pour recréer un maillage dense qui permet vraiment de se réapproprier cette nouvelle histoire de vie. Pour conclure sur ce que je pense être vraiment les clés intéressantes de l'ICP pour permettre l'intégration du secret, c'est d'abord l'intégration du secret en amont par les parents, c'est essentiel pour leur permettre d'intégrer le souvenir douloureux, le trauma qui a été à l'origine du secret, et puis les aider vraiment à leur régulation émotionnelle. Après, l'utilisation de la ligne du temps, elle est clé d'abord pour vraiment pouvoir replacer au bon endroit dans l'histoire le schéma manquant. Il peut être manquant ou erroné ou carrément mensonger. Mais replacer ce bon morceau de leur ligne du temps, le maillon manquant, et puis remettre vraiment en perspective avec le reste de l'histoire et leurs souvenirs familiers. Et puis le troisième point clé, c'est la répétition. Donc vraiment répéter pour que l'enfant puisse l'intégrer complètement. C'est une véritable mise à jour en fait au niveau neuronal, au niveau cognitif. Et puis ça permet aussi de leur apporter, de les aider dans la régulation émotionnelle, parce qu'on va retraiter aussi tous les moments en fait, où ils ont reçu toute la charge émotionnelle du parent en lien avec ce secret qui était contenu par le parent. Voilà. Je vous remercie de votre attention.